destinée à la Nouvelle-Zélande. Je suis Marion Aubert du service mobilité internationale de Pôle emploi, de l'équipe de Bordeaux exactement, spécialisée sur la zone Océanie-Asie. Et je suis ravie et nous sommes ravis d'accueillir à nouveau aujourd'hui Philippe Meneux et Ariane Meneux de New Zealand Service de la Nouvelle-Zélande directement, qui nous font le plaisir d'être là avec nous dans nos locaux à Bordeaux. Et puis nous sommes accompagnés aussi de Salomé, qui est là de New Zealand Service aussi, du service communication, responsable de la communication. Bonjour Bonsoir. Philippe, bonsoir Bonjour Marion. aussi Salomé. Oui. Bonjour Ariane qui nous rejoindra dans quelques instants et qu'on entend. Donc nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau aujourd'hui, présenter les actualités sur la Nouvelle-Zélande. C'est une grande chance voilà, qu'on puisse travailler ensemble. Ça fait déjà quelques années que nous entretenons ce partenariat avec New Zealand Service. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez entendre les actualités, les informations voilà, sur la Nouvelle-Zélande, sur les secteurs porteurs aussi en Nouvelle-Zélande, sur les opportunités pour travailler et vivre en Nouvelle-Zélande, les différents moyens pour y arriver. Et puis aussi peut-être vous donner envie pour les personnes qui hésitent, voilà, qui pensent à la Nouvelle-Zélande, mais par aussi curiosité. On connaît la Nouvelle-Zélande par de belles images, de magnifiques paysages. On connaît la Nouvelle-Zélande par le sport aussi. Voilà, l'actualité est riche en ce moment avec la Coupe du monde de rugby. L'actualité est aussi surtout riche par l'actualité politique et les élections qui ont eu lieu ce week-end. Donc voilà, ça tombe très très bien de vous accueillir aujourd'hui. Je vais demander à toutes les personnes pour un confort sonore et visuel de déconnecter s'il vous plaît vos micros. Est-ce que Philippe, peut-être tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Juste un petit rappel des bonnes pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Merci, comme je le disais, de veiller à bien couper votre micro, couper votre caméra également. Et puis, voilà, on est 25 personnes. Vous êtes 25 personnes aujourd'hui connectées. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la barre de conversation. Je me ferai un plaisir de relayer vos questions auprès de Philippe, Ariane et Salomé pour voilà, qu'ils puissent y répondre. Si certaines questions vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like sur la question pour éviter les redondances des questions. N'hésitez pas à voilà, faire part de votre intérêt pour une question. Et puis, bien entendu, de faire preuve de courtoisie et de bienveillance entre vous tous. Cela est du bon sens. Avant de commencer, je voudrais aussi faire un petit point de rappel important. Les informations qui seront données aujourd'hui seront des questions d'ordre général et nous ne répondrons pas, en tous les cas, l'équipe de Philippe ne répondra pas aux questions personnelles sur des projets d'immigration ou sur un conseil personnalisé. En tous les cas, voilà, on vous invite à poser des questions plutôt d'ordre général et les informations qui seront fournies seront voilà, générales sur les opportunités qui s'offrent à vous pour vous rendre en Nouvelle-Zélande, y travailler et peut-être y vivre sur le long terme, comme cela est arrivé à Philippe, Ariane et Salomé ici présents. Alors, je vous laisse la main. Merci encore d'être là et je vous souhaite un très bon webinaire. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relayerai. Merci Vous avez la Marion, parole. merci pour l'introduction et bonjour à tous. Donc nous, à ce jour, aujourd'hui, on va parler de différents projets, différentes informations sur les projets que vous pouvez avoir. On va parler d'immigration, on va parler des PVT avec Salomé, l'éducation avec Ariane et on va revenir pour tout ce qui est business et investissement avec moi. Donc, nous, Nouvelle-Zélande Service, on est installé en Nouvelle-Zélande depuis maintenant 22 ans, et on a suivi un peu tout le parcours d'immigration, et ce qui nous permet maintenant de pouvoir aider les gens à construire leur projet d'immigration. Donc, Ariane et moi sommes conseillers en immigration.
on est aussi agent immobilier pour tout ce qui est investissement et conseiller financier pour tout ce qui est aussi investissement, assurance et prêts. Donc, comme vous a signalé Marion, si vous avez des questions, n'hésitez pas et on répondra à la fin. Donc, pour ceux qui suivent un peu la Nouvelle-Zélande, hier, c'était les élections en Nouvelle-Zélande et le parti National a pris le pouvoir par rapport au parti Labour qui était en place depuis 6 ans. Donc, on va voir certainement des changements au niveau de la politique et aussi bien la politique au niveau économique que la politique au niveau immigration. L'économie sur la Nouvelle-Zélande, on va le voir par la suite. Ça va être les points qu'on va évoquer. On va voir donc un point sur l'actualité, un zoom sur l'économie, immigrants en Nouvelle-Zélande, partir en work and visa et étudier en Nouvelle-Zélande, vos projets business, si les personnes sont intéressées par ce sujet. Donc, hier, nous avons élu différents MP qui ont nommé un nouveau Premier ministre qui s'appelle Christopher Luxon. Christopher Luxon était, entre autres, l'ancien PDG de Air New Zealand pendant quelques années et a été député depuis 3 ans et a pris maintenant la direction du pays et va certainement prendre ses fonctions assez rapidement. Concernant la Nouvelle-Zélande, on a été fortement restreint pour nos déplacements avec le Covid, mais maintenant, tout le monde peut venir en Nouvelle-Zélande, vacciné et non vacciné. Et bien sûr, en ce moment, on parle de la Coupe du monde du rugby, où malheureusement, nous, Français, nous n'irons pas dans le top. Mais bon, il nous reste encore quelques matchs à jouer. On va continuer à supporter les Bleus. Et nous aussi, Néo-Zélandais, on va quand même supporter les All Blacks. Et on espère que les All Blacks vont finir sur la tête, en tête de ce championnat du monde. Au niveau économie, on reste quand même sur une zone assez développée avec une croissance de 3,2%. Pratiquement, on est beaucoup tourné sur les exportations. Communément, la Nouvelle-Zélande est appelée la Suisse du Pacifique et on a pas mal de terres agricoles qui nous permettent d'exporter de la nourriture un peu partout dans le monde et notamment avec le marché asiatique. L'inflation, comme partout ailleurs, est assez élevée. On est à 6%, ce qui ralentit un peu l'économie parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont à l'heure actuelle de 8,5%. 8,30, 8,30, 8,5, mais on espère que les taux d'intérêt vont se stabiliser, voire baisser dans les mois qui suivent. Et au niveau pour relancer un peu l'économie qui à ce jour est un peu pas forcément ralenti, parce que vous verrez par la suite, on recherche quand même pas mal de personnes, mais qui pourraient être beaucoup plus dynamiques si l'argent est un peu moins cher. Notre PIB, 250 milliards de dollars US et une grande partie, comme je vous disais tout à l'heure, consacrée à l'export et un taux de chômage qui ferait rêver pas mal de dirigeants des pays de l'OCDE, qui est de 3,6% et qui est plutôt un chômage structurel plutôt qu'un chômage ponctuel. Ça, c'est les chiffres qui sont assez récents, ce qui date de juin 2023. Donc, les taux de chômage, comme on le dit à l'instant, de 3,6%. Tous les secteurs qui sont en recherche sont les secteurs qui sont en recherche un peu partout dans le monde, qui sont l'agroalimentaire, la construction, tout ce qui est informatique, hospitalité et tourisme, et la santé, bien évidemment. On a pas mal de pénuries dans certains postes parce qu'on a eu le Covid qui est passé par là. On a eu aussi pas mal de gens qui sont repartis chez eux à cause du Covid. Avec le Covid, on a eu aussi pas mal, les frontières ont été fermées
pendant 2 ans, donc on n'a pas eu d'influx d'immigrants qui sont venus compléter ces postes. Et il y a aussi pas mal de gens qui sont partis à un moment donné sur l'Australie, qu'offraient des salaires plus avantageux et un niveau de vie plus adapté. Donc, c'est pour ça qu'à ce jour, on est toujours en demande de personnes. Là, les derniers chiffres d'immigration, on a eu 110 000 personnes qui ont pu qui ont pu rentrer en Nouvelle-Zélande depuis l'année dernière, depuis que les frontières ont été rouvertes. 110 000 personnes, ce qui est aussi un chiffre assez important, mais qui ne compense pas les 2 années où on a eu personne qui est rentré. Depuis quelques années maintenant, on a un salaire minimum de 22,70 € qui correspond environ à 12-13 € de l'heure, à peu près 12 € de l'heure. Donc, dans les emplois recherchés, la construction, quand je vous le dis, hein, beaucoup de gens sont recherchés dans ce qu'on appelle le trade. Généralement, ce qui est aussi important, c'est le fait que dans ces métiers-là, tout au moins en France, on a quelques difficultés à apprendre l'anglais. Donc peut-être que le Working Holiday Visa peut permettre, et Salomé en parlera tout à l'heure, peut permettre aux gens de pouvoir améliorer leur niveau d'anglais pendant ce laps de temps et pouvoir ensuite postuler à des postes en Nouvelle-Zélande sur des métiers de trade, électricien, plombier, charpentier, réparateur de voitures, enfin tout ce genre de job. Après, au niveau ingénierie, généralement, il n'y a pas de souci au niveau de l'anglais, parce que dans les écoles d'ingénieurs, on apprend l'anglais correctement maintenant, et on recherche pas mal de gens dans tout ce qui est mécanique, l'aéronautique, le médical, les communications, et tout ce qui est métier à haute valeur ajoutée au niveau technique. Bien sûr, tout ce qui est IT est recherché, et notamment avec le développement de l'intelligence artificielle et tout ce qui est cybersécurité, c'est des postes qui sont extrêmement recherchés. Et vous verrez qu'il y a, pour des gens qui ont déjà des formations en IT, on peut faire des compléments de formation qui peuvent être intéressants et qui peuvent vous permettre à terme d'obtenir un visa en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était cette formation avec Tech Dojo qui peut permettre à des gens qui ont déjà eu un background en informatique de se former spécialement sur sur ce genre de métier et qui vous permettent avec un stage ensuite de pouvoir avoir un visa de travail en Nouvelle-Zélande. Donc ça, si les gens sont intéressés par cette formation, on pourra donner les informations par la suite au niveau de notre communication. On vous donnera l'email pour pouvoir nous contacter par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions, Marion, par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, oui, il y a une question. Sans Working Holiday Visa, assez facile de trouver un employeur qui fera les démarches pour nous, pour obtenir un visa de travail. Est-ce que, voilà, mais ça, je pense qu'on va l'évoquer aussi en dehors du Working Holiday Visa, mais est-ce que tu veux dire déjà quelque chose sur le sujet? C'était quoi le début de la question parce que tu as été Oui, coupé? sans le Working Holiday Visa, est-ce que c'est facile de trouver un employeur qui fera les démarches pour obtenir un visa de travail pour sponsoriser? Oui, c'est facile. Si le métier que vous exercez est recherché, les employeurs feront la démarche pour vous, pour vous obtenir, pour que vous puissiez obtenir votre visa. Mais si c'est un métier qui est lambda, qui n'est pas forcément recherché, on verra par la suite, mais il y a une priorité nationale, c'est-à-dire qu'on doit d'abord proposer le job à un Néo-Zélandais ou à un résident, et si personne ne se présente, on peut le proposer à un immigrant. Voilà. Donc, tout dépend des jobs que vous exercez. Voilà. Merci. Merci. Merci pour la réponse. Donc, notre job à nous, on est conseiller en immigration. Donc, vous verrez, l'immigration est une science qui change assez régulièrement.
Et il faut vraiment se rapprocher de conseillers en immigration lorsque vous avez un projet. Parce que tout ce que vous pouvez trouver sur Facebook n'est pas forcément faux, sur les réseaux sociaux n'est pas forcément faux, mais n'est pas forcément adapté à votre situation personnelle. Donc, chaque projet d'immigration est un projet personnel et il est fortement, même si ce n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé de vous faire accompagner par des conseillers en immigration agréés par le gouvernement néo-zélandais parce qu'on est régi par un code de conduite. Toutes les informations que vous nous donnez sont confidentielles et on a une obligation de vous guider pas à pas dans votre projet. Et si votre projet n'est pas réalisable, dans les circonstances que vous nous présentez, on doit vous le dire, c'est pas la peine d'aller plus loin. Tant que vous n'avez pas fait telle et telle étape, ça sert à rien d'aller plus loin parce que vous avez dépensé de l'argent pour pas grand-chose et vous risquez de ne pas obtenir satisfaction à la suite. Donc, même si c'est pas obligatoire, on vous conseille fortement de vous entourer de conseillers d'immigration et leur demander leur licence, que chaque conseiller d'immigration doit avoir une licence à jour pour pouvoir vous conseiller. Donc, pourquoi beaucoup de gens choisissent la Nouvelle-Zélande? Parce que déjà, c'est un joli pays. Le taux de chômage est faible et malgré les circonstances économiques au niveau mondial, le taux de croissance reste de 3,2%. Je crois qu'en France, si on atteint 0,75% à l'année, on sera très content. Donc, quelque part, ça fait partie des points qui vous permettent de dire que si vous êtes en Nouvelle-Zélande, on va continuer à avancer au niveau de la croissance. Au niveau de la sécurité, c'est le pays classé quatrième le plus sûr au monde au niveau de la sécurité. Et la sécurité, c'est comme si un élément qui fait partie du confort de vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut aussi négliger. L'innovation, Ariane vous en parlera tout à l'heure, au niveau de l'éducation, c'est un système éducatif flexible et à la pointe avec des formations de qualité. Et Ariane vous expliquera qu'il n'y a pas forcément deux étudiants en Nouvelle-Zélande qui suivent le même cursus, parce qu'on adapte l'éducation en fonction de votre projet. C'est un peu différent. La qualité de vie, il y a un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et nombre de gens en Nouvelle-Zélande sont à leur compte. Je crois qu'il y a 97% ou 95% des entreprises de moins de 10 salariés et les gens se mettent à leur compte non pour gagner plus d'argent, mais entre autres pour pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils ont envie de faire de faire. C'est-à-dire que le vendredi après-midi, ça sera difficile de trouver un plombier parce que la plupart des gens seront en train de jouer au golf, généralement. Ou faire du surf suivant la saison. La beauté des paysages, je pense que vous avez pu le voir dans différents films, Le Seigneur des Anneaux, Les Hobbits, La leçon de piano, c'est le film favori de ma femme, et qui nous montre un peu les paysages de la Nouvelle-Zélande. Et aussi, forcément, avec les All Blacks, on est aussi ouvert à la culture maori avec le haka qui est représenté à chaque début de match, qui vous montre un peu la culture maori qui est aussi extrêmement bien représentée au niveau de la Nouvelle-Zélande. Et c'est un peuple accueillant et chaleureux. On aurait des tas d'anecdotes à vous dire si on avait le temps sur le fait que les gens en Nouvelle-Zélande, si vous êtes perdu, vont vous aider à vous retrouver. Si vous êtes sans le logement, vont vous aider à vous loger. C'est aussi quelque chose qui est assez important. Et au niveau culture, je crois qu'il y a combien de pays en France? Alors, dans le monde, il y a 192 pays. Et en Nouvelle-Zélande, il y a 220 ethnicités qui sont représentées. 98% des gens en Nouvelle-Zélande parlent au moins deux langues, au moins minimum deux langues. Donc, c'est aussi un pays qui est assez ouvert sur l'international et au niveau culturel, on passe dans tous les pays du monde dans un petit espace où 5 millions d'habitants se côtoient de toute nationalité, de toute culture différente et tout se passe correctement. Donc, pourquoi j'en ai parlé tout à l'heure des conseils en immigration et donc on peut reprendre les points principaux, c'est que nos conseils sont des conseils personnalisés par rapport à votre situation. Donc, comme je disais tout à l'heure, toutes les informations que vous pouvez trouver ne sont pas forcément fausses, mais ne sont pas forcément adaptées à votre situation.
les lois d'immigration changent de façon régulière, et ce qui était valable aujourd'hui ou hier n'est pas forcément valable aujourd'hui, et ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain. Donc, c'est vrai qu'un projet d'immigration est un projet à long terme et qu'il faut le préparer en avance, mais il faut aussi savoir que si c'est trop en avance, on a des gens qui nous contactent des fois 3 ou 4 ans en avance pour leur projet. OK, on peut leur donner des informations de façon générale, mais au moment où leur projet sera mis en place, peut-être que les chances, les règles auront changé et il faudra revoir un peu le projet. Lorsque on prend un projet d'immigration, c'est qu'on est sûr que le projet va aller jusqu'au bout. Après, on ne maîtrise pas si des informations ne sont pas communiquées, on ne pourra pas forcément aller jusqu'au bout. Notamment, les choses importantes sont votre état de santé et aussi votre cas judiciaire. Si vous nous cachez des choses par rapport à votre état de santé ou à des bêtises que vous avez pu faire, même bénignes, pardon, dans le passé, il peut arriver que le projet tombe à l'eau parce que si ces informations sont découvertes et elles seront découvertes par l'immigration au moment de la demande, ben, c'est vous mettre en danger. Donc, lorsque vous travaillez avec un conseiller en immigration, toutes les informations sont confidentielles, vos droits sont protégés et donc n'hésitez pas à dire à votre client toutes vos circonstances personnelles, à votre conseiller en immigration vos circonstances personnelles afin qu'il puisse traiter votre dossier de la façon la plus correcte. S'il y a un problème judiciaire ou un problème médical, si on est au courant, on va pouvoir argumenter dans notre sens. Si en revanche, on n'est pas au courant qu'il y a un problème et que c'est l'immigration qui le découvre, vous avez déjà un mauvais point parce que vous n'avez pas, comment on dit, disclose, vous n'avez pas déclaré ces informations-là de façon ad hoc par rapport à votre projet. La profession de conseiller en immigration est une profession réglementée et donc on a une licence à renouveler tous les ans et cette licence est renouvelée tous les ans par rapport à nos dossiers qui sont traités. Donc si on a trop d'autres dossiers refusés, on a une inspection et si c'est refusé pour des raisons d'incompétence ou autre chose, on peut avoir notre licence retirée ou suspendue. Et on a obligation d'avoir une formation minimum de 20 heures par an pour pouvoir se mettre à jour sur les réglementations d'immigration et sur l'environnement lié à l'immigration. Voilà. Donc, les gens qui sont titulaires d'une licence sont répertoriés sur l'Immigration Advisor Authority. Et si vous allez sur ce site-là, IAA, vous verrez nos noms, celui d'Ariane et celui de mon nom Philippe, et Anne Meneux, Philippe Meneux, et Julie Mariozzo, qui est conseillère en immigration chez nous, et Tatiana Elveri, qui est aussi conseillère en immigration pour nos grands services. Philippe? Oui. Philippe, il y a une question sur justement l'immigration. Est-ce que un conseiller ou une conseillère en immigration, est-ce que vous vous occupez des démarches pour l'obtention du visa de travail? Si la personne a trouvé une entreprise, est-ce que c'est vous qui vous occupez de tout? Peut-être que ça serait... Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie de notre job. Notre job, on n'est pas là pour trouver un job pour les candidats, mais à partir du moment que le candidat ou la candidate a trouvé un job, on est là pour faire toutes les démarches administratives pour que la personne obtienne son visa de travail. Okay. Très bien. OK. Merci. C'était la seule question sur cette partie. Merci beaucoup. Donc, un projet d'immigration, ce n'est pas un projet simple. C'est un projet qui va quelque part changer votre vie. Donc, il faut quand même se poser quelques questions avant d'entamer ce projet. L'objectif, si vous partez en Work Holiday Visa, les objectifs sont un peu différents en sachant que si c'est simplement une année de césure que vous voulez faire ou si c'est pour avoir un temps plein pour la Nouvelle-Zélande. Donc, Salomé nous en parlera tout à l'heure après cet élément. Je vous disais tout à l'heure, la santé, si vous êtes en bonne santé ou pas. Est-ce que vous avez de bonne moralité, cas judiciaire vierge, ou s'il n'est pas vierge, il faut expliquer pourquoi il n'est pas vierge et qu'on puisse mitiger un peu les circonstances.
est-ce que votre profession est sur la liste des métiers recherchés? Donc, si elle est sur la liste des métiers recherchés, ça s'appelle la Green List, vous avez plus de chances d'obtenir la résidence à terme. Le niveau d'anglais. Le niveau d'anglais, c'est généralement ce qui pêche un peu pour les gens qui sont dans les catégories d'artisanat. Et aussi le fait, pour les gens qui sont en reconversion ou en reclassement, c'est peut-être aussi une bonne étape de pouvoir reprendre vos études en Nouvelle-Zélande. Donc, êtes-vous prêt à le faire? Et surtout, avez-vous parlé de votre projet à votre famille? Parce que si vous n'avez pas parlé de votre projet à votre famille et que du jour au lendemain, vous leur dites je vais partir, ils vous trouveront toutes les circonstances possibles et imaginables pour pas que vous partiez. Donc, c'est vrai que de façon ad hoc, il est préférable d'évoquer votre projet avec votre famille et vos amis afin de les avertir, de construire votre projet avec eux. Par rapport, Donc, excuse-moi Philippe, oui, oui, juste par rapport aux questions à se poser, il y a une question par rapport au niveau d'anglais. Est-ce oui. qu'il est nécessaire d'avoir un certificat ou voilà, Dans un premier temps, non. Dans un attestation? premier temps, non, il n'y a pas besoin de certificat, mais ou un diplôme. Généralement, pour des demandes de résidence, on va vous demander d'avoir l'IELTS, l'IELTS ou le TOEFL, c'est ça? Et ça sera en fonction de la demande de résidence si vous partez sur un skill migrant ou sur ce genre de visa. Mais dans un premier temps, votre niveau d'anglais doit être suffisant pour pouvoir vous exprimer et convaincre un employeur anglophone de vous embaucher. Donc, il n'y a pas forcément de demande de niveau d'anglais minimum, mais si vous n'êtes pas capable de vous exprimer en anglais, ça va être compliqué de pouvoir convaincre un employeur de vous embaucher. Donc, il y a différents visas adaptés à chaque projet, visa de travail. Donc maintenant, depuis un an, depuis juillet, chaque employeur doit être accrédité pour pouvoir embaucher un immigrant. Il y a le visa étudiant. Donc ça, c'est à partir du moment où vous travaillez et vous étudiez plus de 3 mois en Nouvelle-Zélande. La chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qui est très important, c'est que si vous avez un passeport français, vous n'avez pas besoin de faire une demande de visa pour venir en Nouvelle-Zélande parce que vous faites partie des pays qui sont dispensés de visa pour venir en Nouvelle-Zélande si vous venez pendant moins de 3 mois. Il y a un visa qui s'appelle NZTA, mais c'est simplement une autorisation de rentrer sur le territoire qui n'est pas liée à des compétences quoi que ce soit. Donc, en tant que Français, vous n'avez pas besoin de faire une demande spéciale de visa. Il y a juste à remplir ce NZTA qui vous permet de faire vos déclarations avant de pouvoir rentrer. On a le Working Holiday Visa qui est pour les gens qui vont de 18 à la veille de leurs 31 ans, qui peuvent faire cette demande de visa, et c'est un visa qui dure 1 an. Notre ami Salomé vous parlera de ce visa ensuite. On a le visa entrepreneur et le visa investisseur. Donc ça reste plutôt à des gens qui ont déjà une première expérience de management ou de chef d'entreprise en France et qui décident de vouloir s'installer en Nouvelle-Zélande. Et on en parlera par la suite si cela vous intéresse. Donc le visa visiteur, en tant que Français, si vous restez moins de 3 mois, vous n'avez pas besoin de faire cette demande. Mais à partir du moment que vous restez plus de 3 mois, vous avez besoin de faire une demande de visa visiteur. Quand on parle de visa visiteur, c'est un visa qui est là pour visiter. À aucun moment, vous n'avez le droit de travailler en visa visiteur, même en faisant du woofing, c'est-à-dire travailler dans des fermes ou faire des stages et ainsi de suite. Vous devez, si vous êtes sous un visa visiteur, vous êtes là pour visiter et vous ne devez pas faire de bénévolat, vous ne devez pas faire de travail, rien du tout. Okay, vous êtes là pour visiter. Et ensuite, le visa résident qui va dépendre du temps passé, du métier que vous avez en Nouvelle-Zélande, qui vous permettra d'accéder à la résidence dans un délai soit directement par rapport au job que vous avez, ou soit dans un délai de 2 ans par rapport toujours au job que vous avez ou vos demandes de visa que vous allez faire par la suite.
Philippe, je Oui, vais oui. faire une petite pause. Peut-être, il y a une question. Est-ce que c'est plus simple d'obtenir un visa de travail si nous avons le passeport anglais? Je ne sais pas si. Ça peut être plus simple d'une manière ou d'une autre parce que les Anglais ont jusqu'à 35 ans pour venir de profiter du Working Holiday Visa. Et je crois que les Anglais ont 2 ans le Working Holiday Visa peut durer 2 ans. Donc c'est vrai que si vous avez un visa qui peut durer, un visa temporaire qui peut durer 2 ans, vous avez plus de chances d'obtenir un job et ensuite de pouvoir rester en Nouvelle-Zélande. Et si vous avez un passeport anglais, il va falloir aussi prouver que vous avez un niveau d'anglais suffisant par rapport aux études que vous avez faites auparavant. Voilà. Donc ça peut être quelque part c'est plus simple, mais c'est pas pour ça que ça sera un passe-droit qui vous donnera un blanc-seing pour obtenir un visa en Nouvelle-Zélande. C'est plus facile, mais c'est pas non plus quelque chose de façon automatique. Donc, depuis le juillet 2022, on a un visa qui s'appelle Accredited Employer Work Visa. Et ce visa a été mis principalement pour protéger pour protéger les immigrants de l'exploitation des migrants par certains employeurs indélicats. Et donc, oui, maintenant, tous les employeurs qui veulent embaucher des migrants doivent être accrédités. Et l'accréditation est liée à l'entreprise. L'entreprise doit aussi contrôler qu'il n'y a pas de Néo-Zélandais ou de résidents disponibles sur le métier ou sur l'offre d'emploi proposée. Et s'il n'y a pas de personnes disponibles en Nouvelle-Zélande, résidents ou citoyens, le job peut être proposé à une personne venant de l'immigration. Mais l'employeur accrédité a un certain nombre d'obligations à respecter vis-à-vis de l'employé, notamment au niveau de l'information, au niveau des congés payés, au niveau de l'information au niveau de ses droits, au niveau des congés payés et les conditions de travail. Donc, c'est important que l'employeur doit être accrédité. Si un employeur vous propose un job et qu'il n'est pas accrédité, je serais extrêmement méfiant, c'est-à-dire que vous risquez de rentrer dans un processus d'exploitation de migrants et vous serez comment ça s'appelle, en breach, désolé, des fois, des fois, je suis pas Jean-Claude Van Damme, mais des fois, j'ai des franglais, les mots sont plus faciles de venir en anglais que de venir en français. Vous serez en position, hein, vous serez pas dans les normes. On serait pas dans les normes qui correspondent au visa et vous risquez, vous, d'être expulsé du pays. Et à savoir que si vous êtes expulsé de la Nouvelle-Zélande, tous les pays du Commonwealth vont devenir difficiles d'accès pour vous. Donc, quoi que vous fassiez dans un pays du Commonwealth, si vous êtes expulsé ou vous êtes interdit de séjour dans un des pays du Commonwealth, vous risquez d'être interdit partout dans tous les pays du Commonwealth. Et à chaque fois que vous voudrez vous rendre dans un pays du Commonwealth, vous devrez faire une demande spéciale de visa et expliquer pourquoi vous avez été expulsé. Donc, ça va d'autant plus augmenter les coûts concernant les demandes de visa. Donc, les employeurs accrédités, tous les employeurs sont accrédités, il y a un salaire médian. Donc, le salaire médian, on a vu tout à l'heure, le salaire minimum était de 22 $ et le salaire médian va dépendre aussi de certaines catégories de métiers. Voilà, donc ce que je disais, les personnes payées en dessous du salaire médian ne pourront pas obtenir du visa de travail, sauf exception temporaire, métiers d'hospitalité, d'assistance aux personnes et aussi d'autres métiers en fonction des demandes. Des métiers dans les abattoirs peuvent être payés en dessous du salaire médian, des métiers dans la pêche peuvent aussi peuvent être payés en dessous des salaires médians. Donc c'est au cas par cas qu'on pourra voir si c'est possible ou pas d'obtenir votre résidence en cas de paiement en dessous du salaire médian. Donc le salaire médian
et maintenant de 29,66 $, de ne pas confondre entre le salaire minimum de 22 $ et le salaire médian qui est de 29,66 $. C'est important de savoir ce salaire médian parce que par rapport aux demandes de résidence, suivant comment vous êtes payé, vous aurez un chemin plus rapide pour accéder à la résidence. L'employeur doit, pour prouver qu'il n'y a pas de résidents ou de citoyens qui sont disponibles, doit poster des annonces, tant au niveau régional que national, pour proposer le job à tout le monde. Et s'il n'y a personne qui se présente, et il devra justifier comme quoi il n'y a personne qui s'est présenté, pouvoir vous offrir ce job. Et suivant la demande, suivant les visas, les frais peuvent bien sûr augmenter sur les visas qui sont faits. Tout le monde dépend. Donc, je vais laisser la parole à notre amie Salomé, qui va pouvoir vous expliquer qu'est-ce que le Working Holiday Visa et vous donner un peu son expérience personnelle par rapport à ça. Voilà. Tu es là, Salomé? Oui, merci Philippe. J'espère que tout le monde entend bien. Donc, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents au début de ce live, je me présente à nouveau. Je m'appelle Salomé, je vis à Auckland et je travaille pour New Zealand Services depuis près de 5 ans en tant que responsable marketing et communication. Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande avec un permis vacances-travail il y a environ 5 ans et demi avec mon partenaire. Et donc, voilà, c'est moi qui vais vous présenter ce qu'est le permis vacances-travail, que l'on appelle aussi le PVT ou Working Holiday Visa en anglais. Comme l'évoquait Philippe il y a quelques instants, donc, il s'agit d'un visa qui permet aux Français âgés entre 18 et 30 ans de venir en Nouvelle-Zélande pendant 12 mois pour voyager et travailler à leur guise, et ça jusqu'à la veille de leurs 31 ans. Est-ce que Ariane ou Philippe pourraient passer à la slide d'après, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, ça le fait. Allez, merci. Voilà, comme ça illustre en même temps mes propos. Donc, c'est un visa qui est très facile à obtenir. Il n'y a pas de quota pour ceux qui souhaitent demander ce type de visa. Voilà, on le précise parce que pour certains pays, c'est le cas, les demandes de visa sont limitées. Mais pas pour les Français. C'est un visa qui est peu coûteux. Aujourd'hui, il coûte 420 $ néo-zélandais, ce qui correspond à environ 230 €. Donc voilà, quelque chose de quand même plutôt accessible et qui offre vraiment une très grande liberté à ses titulaires, puisque une fois que vous avez votre Working Holiday Visa en poche, vous êtes libre de voyager et ou de travailler en Nouvelle-Zélande pendant 12 mois. Vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, dans n'importe quel secteur d'activité et pour la durée de votre choix. La seule limitation, c'est de respecter la date de validité de votre visa. Vous ne pourrez pas, par exemple, vous engager sur un contrat soit à durée indéterminée, soit qui dépasse la date de votre Working Holiday Visa. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un visa qui est vraiment un parfait tremplin si vous avez un projet d'installation à plus long terme en Nouvelle-Zélande. Et voilà, et si c'est le cas, si dès le début, vous savez que vous avez envie de rester plus longtemps qu'une année, je vous conseille fortement de ne pas attendre les derniers mois de votre PVT pour vous mettre activement en recherche d'un employeur qui pourrait potentiellement vous engager sur du long terme et donc vous offrir un visa de travail plus pérenne en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour mon partenaire et moi-même quand nous sommes arrivés en Nouvelle-Zélande en 2018. Donc, à la base, le projet, c'était de voyager et de travailler en Nouvelle-Zélande pendant une année. Mais on était déjà ouvert à l'idée de rester plus longtemps dans le pays s'il y avait des bonnes opportunités qui se présentaient. Donc, l'objectif du voyage, c'était vraiment de booster notre anglais et de nous constituer une expérience professionnelle hors de France. Pour Gabriel, donc mon partenaire, donc lui, il est chimiste. Et quand on est parti de France, il venait de terminer un doctorat dans le domaine des silicones. Et il souhaitait vraiment trouver un travail dans sa branche pour revenir en France avec une expérience solide dans un pays anglophone. Et il a très, très rapidement trouvé un poste dans une entreprise basée à Auckland.
pour laquelle il développe des produits en silicone pour protéger les hélices de bateaux. Donc voilà, quelque chose de très spécifique. Et ça fait 5 ans qu'il travaille pour cette entreprise et il adore son job. Et en 5 ans, il a pris beaucoup de responsabilités et il a pu commencer à manager des équipes. Ses managers lui font confiance. Donc voilà, vraiment un vrai succès de son côté. Et voilà, ce qui s'explique aussi par le fait qu'un profil comme lui, c'est vraiment une perle rare, si je puis dire, pour une entreprise néo-zélandaise, parce que aujourd'hui, le marché de l'emploi, comme a pu l'évoquer Philippe, il y a une vraie fuite des talents locaux, notamment vers l'Australie. Et il y a les entreprises ont de grandes difficultés, d'une manière générale, à trouver des profils qualifiés. Et donc voilà, c'est pour ça que le Working Holiday Visa, c'est un vivier intéressant pour les entreprises néo-zélandaises parce qu'ils peuvent trouver ainsi des nouveaux talents. Et alors, pour ma part, tout a été également très facile. Une fois que Gabriel avait trouvé son emploi et que nous savions que nous allions rester à Auckland, moi, j'ai commencé à chercher dans le domaine de la communication et du marketing. Et j'ai très rapidement fait la rencontre de l'équipe de New Zealand Services, donc d'Ariane et Philippe et des autres membres. Et donc rapidement, après un premier entretien et voilà, un super contact avec tout le monde, j'ai signé un contrat de travail. Et 3 jours après, voilà, les choses sont allées très vite. J'ai commencé à travailler pour l'entreprise en novembre 2018, soit à peine 6 mois après mon arrivée en Nouvelle-Zélande. Et ça, j'insiste là-dessus parce que après les 6 mois de visa qui me restaient et qui restaient aussi à Gabriel, en fait, ça a permis à nos employeurs respectifs de tester un peu nos profils, la manière dont on travaillait, dont on s'adaptait à l'entreprise. Et en fait, c'est cette période qui a vraiment été importante et qui ensuite a permis à nos employeurs respectifs de se dire qu'ils étaient satisfaits et qui nous ont tous les deux donné l'opportunité de prolonger nos contrats et ainsi, pour nous, la possibilité d'avoir des visas de travail en Nouvelle-Zélande. Et voilà, et puis aujourd'hui, donc nous voilà toujours 5 ans plus tard, toujours très contents de notre vie ici. Et on a même pu obtenir la résidence permanente. Et voilà, et on est vraiment très contents de pouvoir être en Nouvelle-Zélande. Et voilà, donc si vous avez des questions sur le Working Holiday Visa en général ou sur un peu des retours d'expérience de personnes qui sont passées par le Working Holiday Visa comme tremplin pour l'installation en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas. Et je vais maintenant passer la main à Ariane qui va vous parler des études en Nouvelle-Zélande. Le Working Holiday Visa, il ne faut pas l'utiliser pour les stages. Oui, merci Salomé pour cette expérience. C'est bien d'avoir quelqu'un qui l'a vécu et de manière vraiment optimale par rapport au Working Holiday Visa. Je vais juste rajouter peut-être deux informations qui sont importantes sur le Working Holiday Visa. On a le droit sur un Working Holiday Visa d'étudier pendant 6 mois. Je vous le déconseille vraiment dans le sens où, attention, c'est bien d'étudier, on va en parler tout à l'heure, mais à ce moment-là, il serait préférable de faire un visa d'étudiant pour ces 6 mois où vous voudriez, par exemple, améliorer votre anglais, puis après, de demander le Working Holiday Visa et vous pouvez le faire quand vous êtes en Nouvelle-Zélande à ce moment-là, et de vraiment utiliser ce Working Holiday Visa comme un tremplin pour trouver un vrai travail, comme Salomé en a parlé par rapport à l'expérience de Gabriel, qui a été, pour moi, c'est l'utilisation optimale du Working Holiday Visa qu'ils ont fait. Donc, n'utilisez pas votre Working Holiday Visa, de mon point de vue, pour faire une école d'anglais. Si vous avez l'intention d'étudier l'anglais pendant plus de 3 mois, faites un visa d'étudiant d'abord. On en reparlera après, mais ce visa d'étudiant vous permet d'ailleurs de travailler 20 heures par semaine. Donc, ça vous permet en plus de gagner de l'argent et après de continuer votre séjour sur le Working Holiday Visa. L'autre chose qui est importante dans l'expérience que Salomé a décrit par rapport à Gabriel, on a beaucoup de jeunes Français qui viennent faire un Working Holiday Visa. Ils ont 20 ans, ils ont leur bac, ils ne savent pas très bien ce qu'ils veulent faire et c'est l'opportunité d'avoir une année de césure. Très bien. Eh bien, c'est bien évidemment qu'on peut le faire comme ça, revenir en France et reprendre des études.
Nous, on assiste souvent dans nos conférences, dans les salons qu'on peut faire, etc., que quelqu'un qui a fini sa formation et qui est devenu, qui a une profession, qui a une licence, qui a un bachelor, etc., qui viennent utiliser son Working Holiday Visa pour faire une expérience dans la formation qu'il a. Ça permet d'avoir un réel plus sur son CV. Je pense qu'aujourd'hui, parler l'anglais n'est même plus un plus sur un CV, ça devient une obligation, d'accord? C'est normal. Dire j'ai une expérience dans ma profession en Nouvelle-Zélande pendant une année, je pense que ça ajoute une vraie valeur à votre CV. C'est une manière de l'utiliser qui me semble vraiment, vraiment importante. Donc, c'est juste pour vous donner que l'idée que ce Working Holiday Visa, qui est quand même un privilège, hein, les Français y ont droit, comme disait Salomé, il n'y a pas de quota, donc tout le monde peut le faire. Mais ce n'est pas ouvert à toutes les nationalités. Exemple un peu plus personnel, les Suisses n'ont pas droit au Working Holiday Visa, par exemple. Les Espagnols avaient droit à des durées plus courtes, maintenant ça a été allongé. Enfin, chaque nationalité a des conditions différentes. Le Working Holiday Visa français vous permet vraiment de l'utiliser de manière optimale. C'était juste pour compléter les quelques commentaires qu'a pu faire Salomé là-dessus. Et Philippe me dit que j'ai oublié un aspect. Lorsque le visa a commencé, oui, absolument. Si vous commencez un visa, et vous commencez le visa le 1er janvier 2024, même si vous restez que 3 mois et que vous ressortez, vous ne pourrez pas refaire les 9 mois qui manquent 2 ans plus tard, d'accord? Quand le visa démarre, il démarre et il s'arrête une année plus tard. Donc, utilisez-le aussi à bon escient. Si vous ne savez pas exactement combien de temps vous allez faire, le temps que vous allez, venez sur un visa visiteur. Comme l'expliquait Philippe, vous n'avez pas de démarche à faire en étant français si vous avez un billet de sortie de la Nouvelle-Zélande dans les 3 mois. Si au bout de 2 mois, vous dites « Ah, mais non, finalement, je vais faire une année en Nouvelle-Zélande de plus pour faire mon Working Holiday Visa », vous pouvez faire la demande pendant que vous êtes en Nouvelle-Zélande. Okay, vous n'avez pas besoin de ressortir du pays et de faire la demande après. Voilà, pour ces compléments d'information, on va changer de sujet. Alors, excuse-moi, Ariane. Oui, bien sûr, il y a des questions. Il y a une question. Moi, j'avais une question aussi pour Salomé, peut-être si elle est encore là pour en profiter. Oui, je suis là. Super, avant que la journée se termine pour toi. Je voulais juste peut-être pour un retour d'expérience sur ces dernières années que tu as passées en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour, nous partager ton expérience par rapport aux différences culturelles dans la vie professionnelle, aux différences culturelles entre ton expérience professionnelle en France et ce que tu as pu observer en Nouvelle-Zélande dans le cadre du travail? Est-ce que, en quelques mots? Oui, alors déjà, ce qui m'a quand même positivement choquée, c'est la bonne ambiance d'une manière générale dans la plupart des entreprises. Moi, après, je parle vraiment pour mon expérience personnelle. J'ai travaillé en agence de communication en France et je faisais des semaines monstrueuses. J'ai eu des managers tyranniques. Enfin, parfois très peu de considération par rapport à mon travail, de reconnaissance. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'assez généralisé. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaîtront là-dedans. En Nouvelle-Zélande, que ce soit moi ou autour de moi, j'ai l'impression que quand même l'ambiance au travail est vraiment beaucoup plus bienveillante. Les Kiwis ont vraiment la réputation d'être des personnes très détendues, qui vont aussi laisser leur chance à des personnes qui ont peut-être un peu moins d'expérience, des personnes plus jeunes. Il y a moins ce côté hiérarchisation, hiérarchie verticale. En fait, moi, je me souviens très bien qu'à mon entretien d'embauche, Philippe, ici présent, m'a dit, voilà, entre nous, c'est management horizontal. Je veux pas être le patron. Bon, c'est quand même mon patron, mais c'est un rapport qui est complètement différent et c'est vraiment très agréable au quotidien, cette relation de confiance qui est instaurée entre les salariés et leurs employeurs. Évidemment, je ne peux pas faire de généralité pour absolument toutes les entreprises, mais il y a quand même une grosse communauté ici de Français ou même d'expats avec qui j'ai pu en discuter et c'est quand même quelque chose qui ressort. Voilà. Bon, après, il y a d'autres différences, je sais, dans les négociations, des choses comme ça, mais en tout cas, en tant qu'employé, c'est vraiment ce qui marque le plus, je dirais. Très bien. Merci beaucoup.
Salomé. Et puis, il y avait une question par rapport au Working Holiday Visa à comparer avec d'autres visas peut-être. Pour la recherche d'emploi, il y a une question donc dans la barre de conversation. Pour la recherche d'emploi, est-ce que chercher à trouver directement un employeur dans son secteur d'activité avant d'arriver en Nouvelle-Zélande est une option plausible ou le Working Holiday Visa reste l'option à privilégier? Les deux, pardon. Les deux peuvent être envisagés. C'est vrai que le Working Holiday Visa va vous permettre de travailler sans que l'employeur ait les démarches à faire. Mais suivant le métier que vous exercez, l'employeur sera prêt à faire les démarches si vraiment il a besoin de vous. Et comme Salomé a dit, je disais tout à l'heure, on a tellement de besoins de personnel que de plus en plus les employeurs sont prêts à faire des démarches pour vous. Donc, c'est vrai que c'est moins facile de faire des démarches à distance, mais de plus en plus, avec les moyens de communication, avec les visioconférences, avec tout ça, c'est quand même plus simple de se mettre en contact avec les employeurs. Voilà. Parfait. J'ai bien répondu à la question. Merci. Oui, oui. Eh bien, C'est clair. s'il y a d'autres Merci. questions, on continue à suivre, Oui. bien évidemment. Moi, je vais passer du côté de l'éducation maintenant, puisque c'est plus mon domaine de prédilection. À part que j'arrive plus à descendre la petite flèche qui veut changer de... Voilà, bien sûr. Et le deuxième, voilà. Parce que Philippe est beaucoup plus fort sur les petites flèches. Voilà, alors je me présente si je ne l'ai pas fait avant. Ariane, je suis conseillère en immigration et également responsable de tout le secteur de Nouvelle-Zélande Service au niveau de l'éducation, que ce soit les études supérieures ou que ce soit les séjours linguistiques. Donc, pourquoi étudier en Nouvelle-Zélande? Alors, c'est vrai que c'est comme l'ensemble des sujets dont on parle avec la Nouvelle-Zélande, c'est des pays probablement qui offrent le plus de flexibilité par rapport à la manière dont vous voulez étudier, ce que vous voulez faire, etc., etc. Et je vais détailler par quelques exemples qui sont là. Les universités sont quasiment toutes classées dans les 100 meilleures universités dans le monde, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un pays aussi petit, d'accord? Et aussi, on a eu la 3e place dans le Worldwide Education for the Future Index 2020, ce qui effectivement dénote aussi cette capacité-là. Tout est fait, que ce soit de l'école primaire à l'université, tout est fait et est centré sur l'étudiant. Là, je vais vous donner quand même quelques exemples parce que c'est plus parlant au travers des exemples que d'autres choses. Le système éducatif, enfin l'école en Nouvelle-Zélande, ici, si je ne m'abuse en France, on envoie les enfants à l'école à partir de 3 ans ou 4 ans. En Nouvelle-Zélande, l'école commence à l'âge de 6 ans. Donc, l'enfant est beaucoup plus longtemps en famille, ce n'est qu'il y a des systèmes de crèche, bien évidemment, avant. Mais la tradition veut qu'en fait, l'enfant commence l'école le lendemain de ses 5 ans, parce que c'est un cadeau. Donc, si vous êtes né le 12 juin, cet enfant va commencer l'école le 13 juin. Alors, c'est vous dire à quel point le système est flexible et à quel point c'est centré sur le confort de l'individu et que c'est l'école qui s'adapte et pas le contraire. D'accord? L'enfant est le centre de la préoccupation et l'école s'adapte autour de lui pour pouvoir se présenter bien. Donc, le petit enfant arrive à 5 ans avec son uniforme, son sac à dos, très fier de lui, de pouvoir commencer l'école en étant un cadeau. La suite, c'est qu'il va être, tout au fil de sa scolarité jusqu'à l'université, on va enseigner 6 matières. Je sais également qu'en France, il y en a beaucoup plus. Dans le système néo-zélandais, on a 6 matières. Et à partir de 14 ans, l'enfant peut choisir 2 matières sur ces 6 matières, sur une liste à peu près de 30 possibilités. Donc, ça peut être, business d'entreprise, ça peut être le violon, ça peut être la peinture, ça peut être la photographie, les maths, l'allemand, etc., etc. Et il y a 6 modules dans lesquels l'enfant choisit. Et ces 6 modules, il faut qu'il le soit. Alors, il y a un module, par exemple, qui est tout ce qui est expression. Donc, ça peut être faire du théâtre, apprendre à parler en public,
faire de la peinture, de la photographie, etc., parce que c'est une dimension qu'on estime importante pour l'individu de pouvoir s'épanouir à un niveau personnel. Il y aura un autre module qui sera maths. Oui, il faudra prendre maths, mais il y a 3 possibilités de maths. Il y a maths, je déteste ça, je suis obligée de le prendre, je le fais. Eh ben, on peut choisir cette partie-là. Bien sûr, ça ne s'intitule pas comme ça c'est moi qui le crée. Il y a le deuxième maths, ok, moi ça me va, les maths, je vais le faire. Et il y a maths, je suis particulièrement douée en maths, et le programme ne sera pas le même pour ces 3 individus qui auront choisi tous maths, mais à des niveaux qui sont différents. Et on va retrouver ça tout au long de la scolarité, et l'étudiant peut effectivement changer en fonction de ce qu'il en est. Juste pour l'anecdote, chaque fois que je fais visiter des écoles avec un étudiant et des parents qui sont là, tous les parents veulent retourner à l'école parce que c'est vrai que ça offre quelque chose de particulier quand même. Le bac est également différent. Alors là, je vous ai dit, à partir de 14 ans, l'enfant choisit 2 de ses sujets. À partir de 16 ans, il choisit tous ses sujets. Donc, comme vous voyez, un lycée, potentiellement, aucun élève n'a le même programme. C'est ce qu'on appelle un système centré sur l'étudiant et pas sur un système rigide d'éducation. Cette formule aussi peut s'adapter aussi un peu plus loin. On a des jeunes qui ont 18 ans, qui ont leur bac, qui s'appelle un NCA en Nouvelle-Zélande, mais qui ne savent encore pas très bien ce qu'ils vont faire à l'université. Alors, il y a aussi un programme qui est ouvert aux étrangers, bien évidemment, qui s'appelle un Bachelor of Art. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un nom que je n'ai toujours pas compris. Je saurais pourquoi ça s'appelle comme ça. Et en fait, c'est comme un espèce de buffet. On choisit certains cours parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, on va pouvoir essayer des choses pendant une année. Et de nouveau, sur une liste qui est très extensive et qui permet beaucoup de choix différents. Et après cette année, on estime que l'étudiant va savoir ce qu'il veut faire et il va choisir donc de faire tout à coup. OK, ben, j'ai trouvé que business, c'était vraiment mon créneau, donc il va partir en deuxième année de business parce qu'on estime que ce qu'il a étudié en première année potentiellement peut lui servir. Donc, on va compter ses points pour lui permettre de passer en deuxième année. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne avec cette faculté de tout mettre en fonction de l'étudiant. Je reprendrai sur la slide qu'elle a étudiée en Nouvelle-Zélande pour une possibilité entrée d'expatriation juste un tout petit peu plus loin. La disponibilité des professeurs aussi, c'est quelque chose où ils sont toujours là. Ils sont vraiment, vraiment présents, toujours là. Alors, une toute petite anecdote, il ne faut pas que j'en donne trop parce que sinon, vous serez encore là à 13 heures. Une petite anecdote, j'avais une jeune fille qui avait peut-être 14 ans, qui était là avec ses parents, qui tout à coup, pendant le séjour, a décidé que ce serait bien de faire un petit peu l'école. Donc, on a essayé de la remettre dans le système. Et là, j'ai été discuter avec la directrice du département international d'une école à Auckland, en lui disant, ben voilà, on a Suzanne qui veut commencer l'école, là, la semaine prochaine, est-ce que c'est possible? Alors oui, parce qu'à l'école, on peut aussi commencer n'importe quel lundi, hein, si vous me contactez, n'importe quel lundi de l'année, vous pouvez commencer dans une école, que ce soit un lycée, un collège ou une école de langue. Et je lui dis, ben voilà, Suzanne, vous allez commencer lundi prochain, est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr, c'est possible, on peut tout mettre en place. Et là, la directrice du département international de cette école me dit, oui, mais ça serait formidable si elle pouvait être là jeudi, parce que je fais une porte ouverte pour les étudiants internationaux. Alors, je dis, ben oui, ce serait formidable, mais honnêtement, ce jour-là, je ne sais plus du tout ce que j'avais, mais j'étais incapable de pouvoir aider cette jeune fille à physiquement venir à l'école. Et donc, la directrice me dit, ah, mais il n'y a aucun problème, j'irai la chercher et puis elle viendra. Donc, c'est la directrice du département international qui va chercher la gamine pour qu'elle puisse commencer et avoir cette journée d'orientation. Et accessoirement, à cette époque-là, elle était enceinte de à peu près 8 mois et elle avait son gros bidon qui était dehors et c'est elle qui a fait tout le trajet pour aller chercher cette gamine, qu'elle puisse faire cette journée d'orientation. Il y en a plein des exemples comme ça, d'accord? Vraiment, vraiment, les gens sont là pour que l'enfant réussisse. Si jamais il y a des questions entre deux, bien évidemment, je suis là. Oui. Donc, oui. Ah, pardon. Oui, il y a des questions. Ariane, est-ce que je peux en profiter pour te les poser? Il y a une question qui est la suivante. Comment ça se passe si on vient avec un jeune enfant? L'école primaire est-elle payante? Alors, en tant que… Pardon? Ça dépend. Ah oui, non. En tant que… Si on vient qu'avec un jeune enfant et que… Alors, on parlera du projet expatriation après, hein, donc j'ai évoqué. Mais à partir du moment où aucun des parents n'a un work visa, l'enfant est considéré comme international, donc oui, c'est payant.
D'accord? Et aujourd'hui, une école primaire, à l'année, on est probablement entre 10 et 12 000 euros l'année. Mais on n'est pas obligé de prendre l'année. On peut prendre 3 semaines, on peut prendre 3 mois, etc. OK. Autre Et chose oui, aujourd'hui? il y a une autre question. Pour un enfant de 12-13 ans qui reviendra en France après plusieurs années d'études en Nouvelle-Zélande, sera-t-il au niveau du programme français? Alors, toujours un petit peu difficile à ce Hmm. qu'il en est. Il sera en tout cas probablement plus épanoui. Et puis, non, c'est très méchant de dire ça. Mais, mais en tout cas, il sera bilingue, ce qui lui donnera un plus. Il aura une capacité d'adaptation Hmm. qui lui donnera probablement un plus. Après, si vraiment il y avait une différence, il faudrait peut-être voir s'il ne fallait pas faire un programme de CNED entre deux ou de voir s'il y aurait des compléments à faire. Ça peut aussi dépendre de l'âge et de voir ce qu'il en est. Je ne suis pas sûre qu'effectivement, quelqu'un qui aurait étudié en Nouvelle-Zélande, disons jusqu'à l'âge de 17 ans et qui reviendrait pour juste l'année du bac, je ne suis pas très Hmm. sûre parce qu'il y a beaucoup de sujets, je ne sais pas, comme l'histoire qui ne seraient pas les mêmes, la littérature ne serait pas les mêmes, les conseils. Donc, il y a des choses comme ça, il faut que ça reste dans une certaine logique fondamentale. Mais s'il vient pour une année et qu'il retourne dans... Moi, tous les enfants qui sont venus pour une année et qui sont retournés dans le système français, ça s'est très bien passé. Super. Merci Ariane. Pas d'autres questions pour le moment sur Très bien. l'éducation. Alors, voilà, donc vous présentez alors, moi sur la photo de haut, comme vous devez voir normalement dans le petit encart, et Martine qui travaille avec moi en bas, qui est notre spécialiste pour les études supérieures. Moi, je m'occupe en général du département et de tout ce qui est école de langue ou école jusqu'au bac. Et Martine prend la relève avant. Nous, on a vraiment cette philosophie, on n'a pas de package. J'ai rien à vous offrir qui est tout dans une enveloppe, machin, vous n'avez plus qu'à signer parce qu'on estime que c'est l'individu qui est important. Donc, on passe beaucoup de temps à discuter de votre situation, de la situation du jeune qui vient. On donne un choix d'école possible parce qu'en fonction des tempéraments, ça peut être d'autres choses. On est sur place quand on n'est pas l'une, si on n'était pas les deux, on aurait quelqu'un d'autre sur place qui viendrait. Donc, on a un contact privilégié en français sur place important. On connaît les écoles depuis longtemps maintenant qu'on fait ça. S'il y avait une urgence sur place, on serait aussi là, d'accord? Il y a une assistance qui est faite. C'est nous qui allions chercher les enfants à l'aéroport et qui les accompagnons dans les familles d'accueil, etc. Et puis, on est aussi, s'il faut, c'est-à-dire que si un enfant étudie pour plus de 3... Quand j'ai un enfant, c'est un adulte aussi, enfin, c'est un réflexe comme ça, mais si quelqu'un étudie plus de 3 mois, il faut un visa d'étudiant, d'accord? Et à ce moment-là, comme je suis accréditée par le gouvernement néo-zélandais, j'ai aussi la possibilité de faire cette demande de visa. Donc, on prend l'ensemble du projet en place, mais chaque projet est différent parce que vous êtes tous différents et qu'on s'adapte à ça. Alors, on a accès, oui, à toutes les universités, à toutes les écoles en Nouvelle-Zélande. En fait, moi, souvent, si je n'ai pas un contact, et ça s'est passé récemment pour des gens qui voulaient absolument aller à Nelson, qui est une petite ville au nord de l'île du Sud, où j'avais pas un collège privilégié et de voir ce qu'il en est, eh bien, on va chercher un collège et on contacte un collège et on voit ce qu'il en est par rapport à ça. Donc, c'est vraiment vous qu'on mène au travers de votre projet et qu'on arrive à le faire. On a parlé des niveaux de l'éducation qu'il était, du passage étudiant. Voilà. Et là, on va partir alors plus sur un projet éducation différent et par rapport à la question que je posais tout à l'heure. C'est où ça peut être aussi un moyen d'immigrer en famille, les études et de reprendre les études. On a beaucoup d'adultes qui nous contactent parce qu'ils veulent changer de vie. Et changer de vie, parfois, ça veut aussi dire changer de profession. Donc, on a des gens, des adultes qui reviennent pour refaire des études. Alors, on prend l'exemple très souvent de Denis parce que c'est une belle histoire et voilà, qui est intéressante. Denis était un notaire parisien. Il a été notaire parce qu'il était fils de notaire, donc voilà, il n'a plus le choix. Et puis, au fil de sa vie, ça n'a pas été l'épanouissement auquel il s'attendait. Et ils ont décidé en famille d'immigrer en Nouvelle-Zélande avec 3 enfants et sa femme. Et là, à l'époque, Denis devait avoir 45 ans quand ils ont peut-être commencé les démarches et commencé à nous rencontrer assez régulièrement quand on est sur Paris pour décider. Et la manière d'immigrer pour cette famille, ça a été, puisque Denis voulait faire autre chose et changer de vie, il a en fait il est retourné à l'école et il a fait, enfin à l'université en l'occurrence, pour faire un master en management.
Donc, on a trouvé l'université ou l'école qui lui convenait. En l'occurrence, là, c'était une école. Et puis, le fait que lui ait un visa d'étudiant à un niveau master, ça permettait à sa femme, Cécile, d'avoir un open work visa. Donc, elle avait un visa pour travailler. Et puis, pour faire, il n'était pas spécifique. Open work visa, ça veut dire qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait en travaillant. Et les enfants, comme leur mère avait un work visa, ça leur permettait d'être considérés comme domestiques, c'est-à-dire que les enfants ne payaient pas l'école. Donc, dans cette histoire, Denis, le père, a payé son école, mais les 3 enfants ne payaient pas l'école derrière. Donc, c'est un investissement parce que pour faire un master, c'est cher. On est probablement autour de 20 à 25 000 euros l'année, d'accord? Mais ça permettait aux partenaires de travailler et aux enfants d'être domestiques. Donc, c'est un vrai investissement, comme est un projet d'immigration. Hein. C'est important de savoir qu'un projet d'immigration est loin d'être gratuit. Et puis, ce visa aussi pour Denis, d'ailleurs, lui permettait de travailler 20 heures par semaine. Donc, cette formule d'immigration, elle fonctionne à partir du moment qu'un des 2 adultes a un visa de travail. Okay? C'est vraiment important de ça, ce n'est pas juste, mais quelqu'un qui voulait immigrer seul avec ses enfants, en passant par cette formule-là, les enfants ne seraient pas domestiques parce qu'il n'y a pas de work visa. Il y aura un visa d'étudiant et pas de work visa. Donc, c'est important pour ça. Et bien évidemment que la famille de Denis n'avait jamais imaginé ce genre de solution avant de nous rencontrer. C'est pour ça que c'est important de nous rencontrer, dire voilà le projet que j'ai. Et on discute des possibilités qui sont à votre portée pour cette chose-là. Et bien évidemment, ça peut être d'autres professions. Lui, il a fait un master en business, ça aurait pu être d'autres choses. Et là, ça permet à cette famille-là, donc là, il y a eu un master. Quand on fait des études à un master, après ce master, on obtient un post-study open work visa de 3 ans. Ça veut dire qu'en sortant de là, il y a eu un visa de travail pendant 3 ans, Denis a trouvé du travail, etc., etc. Et quand il a été en mesure de demander la résidence, qui a un système de points, et le fait d'étudier en Nouvelle-Zélande rapporte 50 points, donc c'est des choses qui sont importantes, ça leur a permis d'avoir leur résidence et depuis, ils sont devenus résidents. Donc, c'est un des chemins qui est possible pour la résidence. Bien évidemment que si des gens sont capables, peuvent trouver un travail qui leur correspond dès le départ, c'est moins cher financièrement. Donc, c'est simplement dire qu'il y a des formules qui sont différentes. Des questions par rapport à ça, parce que c'est un petit peu pointu et particulier? Pour le moment, non. Non. OK. Pour On le regarde au moment, chaud et ça peut servir. super. Ce qui revient après, j'ai vraiment un souci avec cette flèche. Je ne suis pas bonne avec la flèche. Non, vas-y. Tu vois? Tu vois. Des fois, elle embête la flèche. Voilà, merci. Donc ça, c'était des études. Après, séjour linguistique, n'importe quel âge. Mon étudiant le plus mature avait 83 ans, donc ne vous arrêtez pas là. Vous pouvez venir faire des cours d'anglais en Nouvelle-Zélande alors si vous êtes sur un passeport français, même sur pas un visa visiteur, comme Philippe vous l'a expliqué, si vous venez pour moins de 3 mois avec un passeport français, vous n'avez pas besoin de faire de démarche pour avoir un visa. Mais vous avez le droit d'étudier pendant cette période-là sans devoir faire un visa d'étudiant. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas le droit de travailler non plus. Mais aussi, et c'est n'importe quel lundi, et ça fonctionne à peu près toute l'année. Il y a pas mal d'écoles qui ferment sur Noël, Nouvel An, mais le reste du temps, c'est possible de le faire ça. Il y a aussi quelques programmes qui sont des programmes anglais et activités. Il y en a un peu moins qu'avant Covid. Le Covid a un petit peu cassé ces programmes-là, mais c'est encore des choses qui sont possibles. Donc, venir améliorer son anglais avant de poursuivre des études en France, c'est tout à fait possible. Si vous venez pour plus de 3 mois, de nouveau, vous avez un visa d'étudiant, vous pouvez travailler 20 heures par semaine, ce qui globalement vous permet de payer votre logement. On choisit aussi les écoles, on choisit les familles d'accueil, on est présent sur place. Tout le service, bien évidemment, qu'on a évoqué avant, fonctionne pour ça. Est-ce qu'on arrive gentiment, avant que Philippe reprenne la parole, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bien évidemment que vous aurez nos contacts, s'il y a des questions personnelles ou des choses que vous voulez discuter avec nous, c'est
on sera là. Merci Ariane pour cette présentation sur l'éducation et les différentes options. C'est aussi une porte d'entrée pour, comme tu le disais, pour des projets en famille ou pas que, mais en tous les cas, ça peut être une porte d'entrée. Et comme tu l'as spécifié aussi, je pense que c'est une dimension importante aussi d'envisager un projet vers n'importe quel pays et encore plus des destinations lointaines. L'aspect financier est très, très important. On ne peut pas envisager effectivement un projet, que ce soit un working holiday visa aussi. Il faut une réserve financière et ça, il est très important de le rappeler, que ce soit working holiday visa, l'éducation, des études, un projet familial, c'est avant tout une question aussi à se poser. Absolument. Je reviens juste sur le working holiday visa parce qu'effectivement, il faut à peu près maintenant 4 500 $. Je crois qu'ils demandent quelque chose comme ça. Nous, on pense que ce n'est pas beaucoup, honnêtement, parce que ça part très, très vite. Et c'est ce qu'on dit, on conseille toujours, si ça part très vite, le jeune va partir à être serveur ou à être serveuse quelque part où effectivement, ils trouveront du travail. Mais s'il y a un peu plus de marge dessus, peut-être qu'il peut aller dans un boulot qui est plus qualifié pour son CV plus tard et plus utile par rapport à lui. Donc, c'est très bien. Est-ce que tu peux nous donner une somme qui te paraît, qui vous paraît idéale pour ça? C'est des questions que nous, on reçoit si à la place de parler de dollars néo-zélandais, on arrive à passer ça en euros, ça serait bien. Parce que si c'était 4 000, 5 000 euros, ça laisse vraiment une marge un peu plus confort. Parce que ce n'est pas une question. Trouver un petit boulot, ils trouveront très vite. Les Français ont une bonne réputation globalement et ils trouveront des boulots de serveurs, serveuses et des choses comme ça. Mais de nouveau, ça n'ajoutera pas grand-chose. Ça, c'est notre point de vue. Le défaut du gars, je ne sais pas comment on appelle, du PVTiste, voilà, comme on l'appelle en français, mais on n'a pas le mot en anglais, c'est que très, très souvent, ils vont se retrouver en français. Parce que c'est plus facile, parce que c'est ça. Donc, ils auront fait des petits boulots, ils auront passé. Nous, on a un ami de famille qui est charmant et qu'on aime beaucoup, etc., mais qui, c'est vrai, n'a pas profité au maximum de son Working Holiday Visa parce que c'était bien plus rigolo d'être avec des Français et de faire des choses avec des Français. Alors, il avait un petit boulot de serveur, c'est bien, ça lui a fait découvrir la profession de serveur et puis finalement, il est rentré en France, il a fait un petit bout de ça. Mais idéalement, il faudrait éviter les Français et et bosser sur son anglais et potentiellement faire quelque chose qui rajoute une dimension au CV. Très bien, oui. Un bon conseil, c'est vrai. Là, dans le chat, il y avait des questions justement sur comment contacter, contacter le réseau français sur place. Alors, ça peut être une bonne chose en amont aussi pour partir, pour prendre des informations, mais ce sont des conseils que nous donnons aussi de profiter au maximum d'être dans un pays anglophone, anglo-saxon, de s'imprégner de la culture et puis, de monter en compétence sur son profil, sur son CV, sur… D'autant plus que le néo-zélandais est vraiment accessible. Je veux dire, on ne monte pas dans un ascenseur en Nouvelle-Zélande sans dire bonjour et sans parler aux gens. On monte dans le bus, on dit bonjour. On descend du bus, on dit merci. Les gens sont extrêmement accessibles. On ne fait pas une queue dans un supermarché sans parler à la personne qui est devant et qui est derrière. Enfin, les gens sont… Et c'est en parlant qu'on va le savoir. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Ah, machin, mais j'ai fait ça, mais moi, j'aime bien faire du bois. Ah, ben tiens, moi, j'ai un copain qui a une entreprise. Enfin, mais il faut parler aux gens. Il faut parler aux gens. Enfin bon, ça, on ne va pas résoudre les problèmes de la planète aujourd'hui. On dit qu'il faut parler aux gens, mais c'est un méchant de bataille. Donc oui, profitez-en parce que vraiment, les Néo-Zélandais sont immenses. Je vous montrer la gentillesse et après, je vais passer la parole à Philippe qui tourne en rond parce qu'il est pressé de continuer la suite. Mais je vous donne un exemple. J'ai un jeune gamin là, qui devait avoir 14 ans qui est venu en séjour linguistique. Et puis, c'était Alors, le premier jour, c'est un petit peu stressant parce qu'on est dans la famille d'accueil. Il faut prendre le bus, il faut partir à l'école, puis après, il faut revenir en bus, on ne connaît pas, etc., etc. Et puis, bon, il arrive, il demande au chauffeur de là où il faut descendre. Donc, le chauffeur lui a dit qu'il rentre à la maison, tout se passe bien. Le lendemain, rebelote, pas toujours très sûr de ce qu'il doit faire, donc il reprend le bus, il arrive, puis il demande au chauffeur, mais moi, je vais là, dites-moi où m'arrêter. Et le chauffeur lui dit, OK, je te dirai. Puis à un moment donné, le chauffeur lui dit, c'est bon, il faut que tu descendes. Enfin, en anglais, mais je vous fais la version française de l'histoire. Et puis, le gamin descend. Et puis, une fois qu'il est descendu, le bus, bien sûr, pas. Je vous parle d'un bus public où il y a du monde dedans. Je ne vous parle pas d'un bus scolaire ou que sais-je. C'est vraiment un bus public. Et à ce moment-là, le gamin, il est là. Et puis, il tourne sa tête autour de lui. Puis, il se dit, mais c'est drôle. Je ne me rappelais pas vraiment que c'était comme ça, etc., etc. Et puis, vraiment, il a le doute.
Et d'un autre côté, le chauffeur de bus qui était parti avec le reste de ses passagers commence à douter de se dire, mais je ne suis pas très sûr que j'ai laissé le gamin au bon endroit. Et il a réalisé en fait qu'il s'était trompé parce que le chauffeur du bus, c'était aussi son deuxième jour à faire ce parcours de bus et il s'est trompé en indiquant, il a fait demi-tour avec le bus, les gens dans le bus, il a été rechercher le gamin pour le déposer au bon endroit. Ça épate un peu quand même, non? Oui. Mais ça, les histoires, Vraiment. on en aurait, C'est mais une on très en belle aurait anecdote. tellement. On en aurait tellement. Donc, c'est vraiment... Alors, c'est pas parfait, la Nouvelle-Zélande, mais sur un pays qui mériterait le prix de la gentillesse, je pense qu'on en est vraiment là. Les gens sont vraiment adorables et il faut en profiter dans le bon sens du terme. Pour parler, pour se faire un réseau, faire des rencontres, en apprendre un peu plus. Mais c'est ça, on parle à la personne qui est à côté, à table, dans le bistrot, etc., etc. On ne sait jamais. Et vraiment, vraiment, oui, ça vaut le faire. Et puis maintenant qu'on a changé de gouvernement et qu'en plus, on va réussir à battre l'Afrique du Sud en finale, donc ils seront d'autant plus d'accueillir tout le monde. Je suis à votre disposition pour les questions qu'il y en aura qui reviennent. Et puis, ben voilà, on sera là pour vous et organiser le projet dont vous savez besoin. S'il n'y a plus d'autres choses, je vais passer la main à Philippe. Merci beaucoup, Ariane. Au plaisir. À bientôt. Donc, rebonjour. Et donc, maintenant, on va parler de business. Donc, ne bougez pas. Hop. Je change de slide. Donc, business, on va parler d'investissement et de création d'entreprise. Cette partie est principalement réservée à des gens qui ont eu déjà une expérience dans le management ou dans la direction d'entreprise, car il y a certains critères qui sont mis en place ou pour obtenir un visa d'investisseur, d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Ah, pardon. Hop. Voilà. Donc, pour faire du business en Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande a été élue plusieurs fois comme le meilleur pays pour faire du business en Nouvelle-Zélande. Il y a surtout un niveau de transparence qui est là et on va vous aider aussi à créer votre entreprise. Comme je disais tout à l'heure, 97, c'est le pays au monde où il y a le plus de création d'entreprises et c'est le pays au monde, bien évidemment, où il y a le plus de fermeture d'entreprise. Mais la fermeture d'entreprise n'est pas considérée comme un échec, mais plutôt comme une expérience. Vous avez une idée, vous créez votre entreprise. Si ça fonctionne, c'est parfait. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ben, on ferme et on recommence et on essaie de trouver la bonne formule pour que cela fonctionne. Et à aucun moment, le fait de fermer une entreprise est un échec, c'est plutôt une expérience. C'est quand même assez rassurant que ce soit envisagé de cette façon. La création d'entreprise, c'est environ 20 minutes sur Internet. Et donc, c'est extrêmement rapide de créer une entreprise et de pouvoir la mettre en place. Et même au niveau des services de l'État, ils vont plutôt être bienveillants et vous aider à la création et ne viendront vous dire bonjour que une fois que vous avez mis votre entreprise en place, car ils considèrent que votre énergie doit être plus consacrée à la création et au développement de votre entreprise plutôt qu'à des tracasseries administratives, comme on peut le voir dans certains pays, et je nommerai personne. Voilà. Au niveau de la fiscalité, c'est assez intéressant parce qu'on est taxé à 28% du premier dollar, quelles que soient les sommes que l'on gagne, et ce n'est pas progressif en fonction des chiffres d'affaires réalisés ou des bénéfices réalisés. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau légal, au niveau de l'apport d'argent, le pays a tout un système de lutte contre le blanchiment d'argent et tout dollar qui sera importé
tout argent qui sera importé en Nouvelle-Zélande devra être justifié et provenir de sources honnêtes. Donc, ce n'est pas un pays où vous pourrez facilement blanchir de l'argent si tel était votre propos. Donc, pour la création d'entreprise, il y a plusieurs critères. Donc, le premier, c'est d'avoir été un chef d'entreprise ou avoir un rôle de management, mais à un niveau senior, c'est-à-dire être en charge de personnel, diriger du personnel. Ensuite, il faut créer une entreprise innovante avec un potentiel de croissance. Donc, quand on parle de potentiel de croissance, c'est surtout le fait de pouvoir employer plusieurs personnes en Nouvelle-Zélande et forcément de préférence des Néo-Zélandais et des résidents, pardon, et ensuite avoir le potentiel d'export pour créer l'entreprise. Donc, beaucoup de gens viennent nous voir pour changer de vie et leur changement de vie concerne, se concentre principalement pour ouvrir un bed and breakfast ou un hôtel ou un restaurant en Nouvelle-Zélande, mais pas forcément bed and breakfast. C'est pas les projets qui fonctionnent parce que globalement, c'est pas innovant, la croissance va être limitée et globalement, ouvrir un bed and breakfast, ça va être compliqué pour exporter ça. Donc, lorsque les gens ont un projet d'entreprise, il est fortement conseillé qu'ils se rapprochent d'un conseiller en immigration pour voir quelle est la faisabilité du projet et si le projet a des chances d'arriver à terme. Et beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour des projets d'entreprise, en fin de compte, sont partis sur des projets d'immigration via les études, car ils ont repris leurs études en Nouvelle-Zélande et ils sont arrivés à leur fin en passant par les études, ce qui est aussi une bonne façon de connaître la Nouvelle-Zélande et de connaître les us et coutumes en Nouvelle-Zélande pendant votre temps d'études, qui vous permet par la suite de trouver un job. Et une fois que vous avez trouvé un job, vous pouvez demander la résidence. Et si toutefois vous avez toujours envie de créer une entreprise, vous pouvez le faire quand vous êtes résident. Il faut savoir aussi que lorsque vous voulez créer une entreprise, vous n'avez pas besoin d'être physiquement en Nouvelle-Zélande, mais si vous voulez créer une entreprise en Nouvelle-Zélande, il va falloir nommer un directeur sur place en Nouvelle-Zélande. Donc, quand je disais le visa entrepreneur, on peut aussi acheter une entreprise existante, mais si vous achetez une entreprise existante, il va falloir que votre présence soit justifiée par la création de nouveaux services, de nouvelles activités qui va permettre de pouvoir faire croître l'entreprise. Donc, il va falloir être aussi vigilant par rapport à ça et de vous projeter en disant « Ok, j'achète cette entreprise-là, mais qu'est-ce que je peux mettre en plus pour pouvoir la développer ou au niveau personnel et au niveau de la possibilité d'exporter soit le service ou soit les marchandises que vous allez faire. » Donc, c'est aussi assez compliqué pour immigrer dans cette catégorie-là. Donc, mais on est là pour vous aider si toutefois vous voulez persister dans ce domaine. Et l'autre visa, c'est le visa investisseur plus. Je vous conseille vivement de jouer au loto parce que c'est un visa qui va demander 15 millions de dollars NZ et 15 millions de dollars NZ, ça correspond à 9 millions d'euros. Donc, je sais que ce n'est pas ouvert à tout le monde et que c'est quand même un visa assez restrictif. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce visa, on peut en parler par la suite, car vous aurez nos coordonnées par rapport à ça. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ce visa-là, car je ne pense pas que ce soit la plupart des gens qui puissent envisager de pouvoir immigrer sous ces conditions. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ces deux visas? Merci. Alors, il n'y a pas
de questions pour le moment sur la question de l'entrepreneuriat, le visa entrepreneur pour le moment. Mais voilà, tu as remis vos contacts sur la dernière slide, donc ça c'est super. Donc n'hésitez pas, les personnes qui ont des questions sur le sujet, qui viendront peut-être plus tard. En tous les cas, il y avait d'autres questions. J'ai remonté un petit peu le fil et il y avait une question concernant les entreprises néo-zélandaises qui recherchaient des profils franco-anglais. Est-ce que vous, New Zealand Services, est-ce que vous recevez des demandes d'entreprises néo-zélandaises qui recherchent des profils franco-anglais et existe-t-il une liste d'entreprises qui recherchent ce type de profil particulièrement, Donc, des profils franco-anglais? vous pouvez, les personnes peuvent se rapprocher de la Chambre de commerce française d'Auckland, ça peut être un des hubs de recherche d'emploi. Après, on a des sites génériques de recherche d'emploi qui sont TradeMe, donc c'est trademe.co.nz, et c'est un peu le style Bon Coin en Nouvelle-Zélande, où pratiquement toutes les annonces d'emploi sont répertoriées sur ce site. Donc c'est bien d'aller sur ce site, de voir déjà si votre profil est recherché en Nouvelle-Zélande, et si vous mettez des mots-clés comme French par exemple, vous allez voir les entreprises qui recherchent des gens parlant français et anglais. La Chambre de commerce française, bien évidemment, il y a la plupart des entreprises françaises qui sont répertoriées sur la comment s'appelle, la La Chambre de liste commerce? la Chambre de commerce française. Française à Auckland, et toutes les entreprises qui sont françaises sont inscrites à ces chambres de commerce et vont pouvoir, s'il y a des offres d'emploi, seront en contact avec la chambre de commerce pour les proposer. Très bien. J'ai mis le site d'ailleurs de la Chambre de commerce d'industrie France-Nouvelle-Zélande dans la barre de conversation. Est-ce que tu peux rappeler le nom du site que tu mentionnais tout à l'heure? C'est TradeMe, c'est www.trademe.co.nz. Donc là, c'est un site générique pour la recherche d'emploi. Il y a aussi les sites comme seek.co, donc seek, seek.co.nz, qui sont des sites génériques de recherche d'emploi. Oui, très bien. Ma femme me regarde. Ce que je veux dire, TradeMe, on peut aussi l'utiliser pour. Alors, j'ai bien compris qu'on parlait emploi, mais par exemple, pour savoir combien coûterait une voiture de location, combien coûterait une voiture à l'achat, une location de maison, etc. C'est un peu. Il y a des centaines d'informations comme ça quand on veut numérique sont bien. Ce que les gens ont entendu là sur le TradeMe, comme je dis, comme rien le rappelle à l'instant, c'est un site où on va aussi trouver les annonces pour les locations, les annonces pour les voitures, les annonces pour pas mal de biens de consommation qu'on a besoin lorsqu'on s'installe en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est aussi intéressant, pour vous donner un ordre d'idée, d'aller voir un peu sur ce site pour vous dire, si j'habite à Auckland, combien ça me coûtera pour louer un appartement ou une maison, combien va me coûter une voiture, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est pas intéressant d'aller sur ce site-là pour vous donner un ordre d'idée des conditions, du coût de la vie en Nouvelle-Zélande. Ne serait-ce que pour les appartements, pour les gens qui viennent en Working Holiday Visa. Il y a aussi pas mal de systèmes qui est la colocation qu'on appelle Flatmate, qui vous permet de pouvoir partager votre logement avec plusieurs personnes qui partagent le logement avec vous. Et ça peut être aussi une bonne occasion de ne pas se retrouver tout seul, et aussi de pouvoir pratiquer votre anglais, parce que les gens généralement sont soit néo-zélandais ou soit viennent d'autres pays dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Donc la seule langue où les gens vont pouvoir communiquer, ça va être l'anglais. Donc ça peut être aussi une bonne occasion d'immersion en Nouvelle-Zélande, de flatmeter. En Nouvelle, c'est un nouveau verbe que je viens d'inventer, flatmeter. Flatmeter. Merci. On va le proposer à l'Académie française. Peut-être, il y a des chances que ça marche. Et il y a une question aussi spécifique dans un domaine spécifique d'activité qui est l'art et la culture. Comment travailler dans la culture et l'art
Il y a une personne qui recherche dans la médiation culturelle, idéalement dans un musée d'art ou d'histoire. Est-ce que vous avez des conseils? Ça sera la même chose que pour les Hmm. autres emplois. Il faut que la personne, l'employeur soit accrédité et que le job soit proposé à des Néo-Zélandais ou à des résidents et que le job n'a pas pu être pris par un Néo-Zélandais ou un résident. Si on peut, le pays est suffisamment ouvert pour que vous contactiez le Art Gallery à Auckland ou le Auckland Museum. Vous pouvez contacter les gens de manière spontanée aussi. Les candidatures spontanées peuvent être aussi des choses qui peuvent être déclenchées, qui peuvent être déclencheurs du fait que ça suscite un peu l'intérêt et que les gens fassent après la démarche pour pouvoir vous embaucher à ce niveau-là. Mais c'est quand l'employeur, quel que soit un musée ou quoi que ce soit, sera aussi soumis aux contraintes d'être accrédité pour pouvoir embaucher quelqu'un. Très clair, merci. Et une dernière pour le moment, mais le webinaire touche à sa fin, mais il y a une dernière question dans la liste. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les pôles économiques, les villes, sur les sujets tech? Auckland et quelles autres villes? Il y a Auckland, Wellington qui est avec il y a les studios de cinéma à Wellington, et c'est comment Weta qui est aussi au niveau art et au niveau IT peuvent être des points intéressants pour les recherches d'emploi technologiques. Christchurch, il y a des universités, Otago, Christchurch, toutes les villes importantes. Il n'y a pas beaucoup de villes importantes en Nouvelle-Zélande. Pour donner une typographie, la plus grande ville, c'est Auckland, et on est 1,5 million d'habitants. Après, je crois, c'est Christchurch. Christchurch, Christchurch, on doit être aux alentours de 400 000 habitants. On a Wellington et Hamilton. C'est à peu près les 4 plus grandes villes en Nouvelle-Zélande. Faut vous rappeler, en Nouvelle-Zélande, on est 5 millions d'habitants sur un territoire grand comme l'Italie. On est 13 habitants au kilomètre carré. Et donc, les habitations, il y a des points, quelques grandes villes, ce que je viens de noter, et après beaucoup de villes rurales. Donc, et les pôles d'emploi, on va avoir des pôles d'emploi dans l'île du Nord, Auckland, Hamilton, Tauranga, Auckland, Wellington, Tauranga, Hamilton. Ça va être les grosses villes sur la Nouvelle-Zélande. Et après, dans l'île du Sud, on va voir Christchurch au niveau des pôles d'emploi. Après, sur des emplois plus saisonniers, on va voir Queenstown, parce que c'est là où on va faire du ski. Dans tous les emplois de ski peuvent être intéressants aussi pour les gens qui font des saisons, parce qu'ils peuvent faire la saison en Europe en tant que prof de ski. Et quand c'est l'été en France, c'est l'hiver en Nouvelle-Zélande. Donc, juillet-août, ils peuvent aller faire du ski en Nouvelle-Zélande. Donc, ça peut faire partie des jobs qui peuvent être recherchés de façon ponctuelle par rapport aux saisons aussi. Et très bien, merci. Et puis, une question sur le domaine viticole. Est-ce que les domaines viticoles sont également intéressants pour les emplois? Tout à fait, tout à fait. La Nouvelle-Zélande est devenue depuis quelques années un des gros producteurs de vin et recherche des gens qualifiés, et on a déjà accompagné à plusieurs reprises des gens de la région bordelaise pour venir immigrer en tant qu'œnologue ou chef de chai dans des vignobles néo-zélandais. Donc l'espérance française est assez recherchée. Et vraiment, les pointures françaises sont très, très recherchées au niveau viticole. Très bien. Et il y a quelques entreprises françaises, de gros groupes français qui sont aussi présents en Nouvelle-Zélande dans le domaine viticole. Très bien. Je pense que c'est tout. Je ne sais pas si d'autres personnes pensent à d'autres questions pendant que nous sommes toujours connectés. Oui.
J'aurais une question. Je suis désolée, ça veut pas m'afficher en fait la discussion. Je peux pas l'écrire du coup. Je suis Pas vraiment de navrée. problème. Allez-y, allez-y. J'avais une question par rapport du coup au domaine aérien, parce que je sais que c'est peut-être un petit peu plus compliqué au niveau des formalités, éventuellement. À quel niveau À aérien? quel niveau? Oui. Par exemple, en France, pour avoir le badge rouge, du coup, pour aller dans des zones un petit peu plus, on va dire la ZSAR, donc la zone qui est protégée, il faut avoir, il faut donner son casier judiciaire, il faut avoir quand même plein de choses. Je voulais savoir, du coup, est-ce que ça recherchait quand même, du coup, en Nouvelle-Zélande dans ce domaine-là et est-ce que c'est un petit peu compliqué comme ici en France par rapport au papier, Ça, principalement, ou pas du tout? Je pense que c'est bon, ça peut être recherché parce qu'on a vraiment un déficit de personnes pour travailler dans les aéroports au niveau sécurité. Et je pense que les contraintes néo-zélandaises seront les mêmes que les contraintes françaises, tant au niveau du casier judiciaire, de la bonne mentalité. Et ainsi de suite. Donc, j'ai pas les réponses précises par rapport à ça, mais je pense que au niveau de sécurité, il y aura des niveaux de sécurité qui sont aussi drastiques qu'en Europe, je pense. Très bien, merci beaucoup. C'est Ok. gentil. Bien. Est-ce que il y a d'autres questions? Donc, comme vous le voyez sur la dernière page de notre présentation, voilà, vous avez les contacts, bien sûr, de Philippe et d'Ariane. Pour les contacter, n'hésitez pas à consulter leur site internet également, New Zealand Services. Et puis, pour les personnes qui ne seraient pas accompagnées par l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui est indiquée ici ou à l'adresse de notre équipe que je remets dans la barre de conversation. N'hésitez pas. Si vous souhaitez être accompagné, c'est un accompagnement sur 3 mois désormais. Et voilà, vous pouvez nous contacter si vous avez un projet vers la Nouvelle-Zélande. Vous pouvez être accompagné sur la réflexion, sur la stratégie de recherche d'emploi, sur la démarche réseau, sur la préparation de votre CV. On peut aussi vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, il me reste à vous remercier chaleureusement, Ariane, Philippe, et puis Salomé, si tu es encore là, je ne sais pas, il est très tard pour toi. Tu es Il là encore, est merci. 22h40, mais je suis encore là. Bien, bravo, Merci Salomé, bravo. beaucoup. Je vais bientôt vous souhaiter une bonne journée et une bonne nuit pour moi, oui. Et on te souhaite une très bonne nuit. Merci Bonne nuit, beaucoup Salomé, pour ton merci. témoignage. Merci. Et puis, merci beaucoup, Ariane et Philippe, encore une fois, pour toutes ces informations très enrichissantes, très pertinentes, très actualisées sur la situation en Nouvelle-Zélande. Que vous ayez un projet, voilà, de Working Holiday Visa, d'éducation, d'entrepreneuriat, que ce soit en famille ou seul, eh bien, on espère et j'en suis sûre que ce webinaire et toutes ces informations, puis l'enthousiasme que vous nous avez communiqué sur la Nouvelle-Zélande vont vous permettre à vous de cheminer dans votre réflexion et peut-être de concrétiser un projet d'expatriation, de mobilité à l'international dans ce pays qui a l'air magnifique, qui pourrait donner envie à beaucoup, je pense. Merci beaucoup. Merci Marion. Merci. Merci Marion pour cette merci à vous tous. Et on est là pour vous. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir et bonne nuit, Salomé.